Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'heure du journal de l'environnement. Voici le sommaire de cette nouvelle édition du journal. Madagascar et la République du Congo se sont mis ensemble pour planter 3000 arbres à l'occasion de la journée africaine de l'environnement célébrée le 3 mars de chaque année. Nous revenons sur cet événement pour vous. L'île de Nauru, en plein cœur de l'Océanie, met en vente sa nationalité pour protéger sa population de la montée des eaux. Les enjeux de cette initiative du gouvernement de ce petit territoire sont à découvrir dans un instant. Dans ce journal, nous vous parlerons d'une initiative éco-énergétique hors du commun. De quoi s'agit-il concrètement? Vous le saurez dans un instant. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Comme je viens de l'annoncer en titre, dans un monde où l'accès à l'électricité demeure un problème majeur, des solutions innovantes sont vivement encouragées. L'une d'entre elles a retenu notre attention. Il s'agit d'un sac à dos solaire. C'est un dispositif ingénieux conçu pour répondre aux besoins des populations rurales et isolées. Il offre la possibilité de capter l'énergie du soleil pour éclairer les foyers et améliorer les conditions d'apprentissage. Allons à la découverte de ce chef-d'œuvre avec Irène Pakpadina. L'idée du sac à dos solaire a émergé face à un constat alarmant. Des millions de personnes, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, n'ont toujours pas accès à l'électricité. Cette précarité énergétique a des conséquences profondes sur la vie quotidienne des populations, notamment sur l'éducation des enfants. Le manque d'éclairage le soir empêche les jeunes étudiants de faire leurs devoirs, limitant ainsi leurs opportunités d'avenir. C'est pour pallier ce problème que des ingénieurs, des ONG et des entrepreneurs sociaux ont imaginé ce sac à dos solaire. En intégrant des panneaux solaires souples sur la surface extérieure, ce sac capte de l'énergie solaire pendant la journée et la stocke dans une batterie intégrée. Le soir, cette énergie est restituée sous forme de lumière grâce à une lampe LED, permettant ainsi d'éclairer les foyers et de créer un environnement propice aux études. Le sac à dos solaire est aujourd'hui distribué dans diverses régions du monde où l'accès à l'électricité reste limité, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cette innovation ne se limite pas à une simple source de lumière. Son impact dépasse largement sa fonction d'éclairage. En fournissant une lumière durable et autonome, il améliore la qualité des études et les performances scolaires des enfants. Il diminue également les risques d'incendie, tout en permettant aux familles de réaliser des économies substantielles sur l'achat de carburant pour l'éclairage. D'un point de vue économique et environnemental, ce sac à dos constitue une solution durable qui permet une réduction des coûts d'éclairage et favorise une transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Il incite également des communautés à adopter des énergies renouvelables, contribuant ainsi à un développement plus durable. Pour les enfants qui en bénéficient, il ouvre la voie à un avenir meilleur en leur permettant de briser le cycle de la pauvreté par l'éducation. Pour leur famille, il fournit une solution énergétique simple, efficace et accessible qui améliore leur qualité de vie et leur autonomie. Dans un monde où l'accès à l'énergie reste une inégalité majeure, le sac à dos solaire démontre qu'il existe des solutions accessibles à tous grâce à l'innovation. Ce petit objet lumineux symbolise un espoir tangible pour un avenir plus équitable, durable et lumineux pour les générations futures. Le Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF a organisé la semaine dernière à Lomé un atelier régional. Il s'agissait de valider et d'améliorer 2 programmes sur l'agriculture face au climat pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il a consisté également à renforcer la résilience des systèmes agricoles face aux défis du changement climatique. Irène Pakpadina pour les précisions. Face aux défis croissants du changement climatique qui varient selon les régions, les acteurs du secteur agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre s'organisent pour repenser la planification et la mise en œuvre des programmes d'agriculture intelligente face au climat AIC. C'est dans ce cadre que le Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF,
a initié la semaine dernière un atelier régional basé sur le développement d'une innovation intelligente par la recherche en agriculture. Financé par la Commission européenne, ce projet a pour objectif de renforcer la résilience des systèmes agricoles et alimentaires face au changement climatique. Pendant 4 jours, les participants ont défini les objectifs, les axes d'intervention et les ressources nécessaires pour le développement des plateformes pro-AIC, élaboré 2 feuilles de route pour finaliser ces programmes et assurer leur mise en œuvre efficace. Il a été également question de mettre en place une équipe de consultants chargée d'élaborer des documents stratégiques pour orienter l'action régionale. Lors de cet atelier, le secrétaire exécutif d'Europa, Ouseni Ouedraogo, a insisté sur la nécessité de repenser la planification et la validation des programmes AIC. Il a également souligné que la région a déjà expérimenté plusieurs initiatives, mais que les résultats attendus tardent à se concrétiser. Selon le Dr Komla Gagnon, assistant technique au CORAF, ces 2 programmes ont été privilégiés suite aux réalités adaptées à chaque région. En Afrique de l'Ouest, la majorité des pays sont confrontés à des défis du Sahel, à l'exception des nations côtières qui possèdent quelques zones forestières. Ces réalités contrastent fortement avec celles d'Afrique centrale où prédominent de vastes forêts. À travers ces initiatives du CORAF, l'Afrique de l'Ouest et du Centre pose les bases d'une agriculture plus résiliente et durable, capable de répondre aux défis climatiques et alimentaires de demain. Madagascar et le Congo fédèrent leurs énergies pour sauvegarder les forêts. À l'occasion de la Journée africaine de l'environnement, célébrée le 3 mars de chaque année, les responsables de ces 2 pays se sont mobilisés pour mener une opération de reboisement sur la Grande Île. Au total, 3000 plants ont été mis en terre, comme nous le verrons sur ces images avec le commentaire de Rachitou Mbereko. Les membres des gouvernements du Congo-Brazzaville et de Madagascar se sont réunis le 3 mars 2025 à l'occasion de la Journée africaine de l'environnement pour une grande initiative de reboisement à Antolo, Jarnari, dans le district d'Ankazobé. Ils ont mis en terre 3000 arbres sur l'île malgache. Placée sous le haut patronage du président Andjra Joël, cette action a mobilisé de hauts responsables des 2 pays, des partenaires internationaux et les jeunes du centre à Kamassoa, dans Tolo, Jarnari. Cette opération de plantation consiste à restaurer les forêts de cette grande île qui ont connu une diminution considérable au cours des 60 dernières années, à lutter contre la déforestation et le changement climatique. Le projet s'inscrit dans la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement promu par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Il rejoint également la vision de Madagascar d'atteindre 75 000 hectares de reboisement par an et de restaurer 4 millions d'hectares d'ici 2030. L'occasion a permis au Congo et Madagascar de réaffirmer leur engagement pour un avenir durable, montrant que la lutte contre la déforestation passe par des actions concertées et des initiatives communes. Actualité hors du continent africain. L'île de Nauru, un état insulaire de 21 km² situé en plein cœur de l'Océanie, se voit menacée par la montée des eaux. Pour protéger sa population et financer son déménagement, les dirigeants de ce petit territoire du monde entreprennent de monnayer leur nationalité. Comment cela va-t-il se passer? Élément de réponse avec Léonce Sagou. 105 000 $, soit environ 100 000 €. C'est la somme qu'il faudra payer pour le passeport de l'île de Nauru, donnant accès à des dizaines de pays. En effet, suite à la montée des eaux qui menace sa population, l'État insulaire situé en Micronésie vend sa nationalité pour assurer son déménagement futur. Logée à une faible altitude, cette île de 13 000 habitants est en proie aux effets du changement climatique, plus précisément à la hausse du niveau de la mer qui ronge son littoral.
Selon les experts du climat de l'ONU, l'île de Nauru et 4 autres États, à savoir le Tuvalu, les îles Marshall, les Maldives et Kiribati, risquent de devenir inhabitables d'ici 2100, avec comme conséquence plus de 600 000 réfugiés climatiques. Pour le président David Ediang, il ne s'agit pas seulement de s'adapter au changement climatique, mais de garantir un avenir prospère et durable pour les générations futures. Avec une superficie de 21 km², l'île de Nauru est l'une des plus petites nations du monde. Son sous-sol riche en gisements de phosphate faisait autrefois d'elle l'un des territoires au PIB le plus élevé de la planète. Malheureusement, ces réserves ont tari et les chercheurs estiment que ces exploitations ont rongé 80% du territoire. Quant au reste, il est attaqué par la mer. Le directeur de ce programme de citoyenneté pour la résilience économique et climatique, Edward Clark, révèle que les fonds d'aide climatique ne suffisent pas pour répondre aux défis et que les premières demandes sont en cours d'analyse. Le gouvernement espère récolter 5,7 millions de dollars dès la première année grâce à cette mesure et que ça passera progressivement à 43 millions par après. Les autorités estiment que 90% de la population devra être déplacée vers des terres en altitude, nécessitant d'importants aménagements estimés à plus de 60 millions de dollars. Plusieurs autres États du Pacifique comme le Vanuatu, les îles Samoa et le royaume de Tonga ont déjà appliqué ce système de passeport doré. Aux États-Unis, une centaine d'experts et de scientifiques de l'administration océanique et atmosphérique NOAA ont été licenciés par la nouvelle administration au pouvoir. La NOAA est l'agence américaine chargée des prévisions météorologiques, de l'analyse du climat et de la conservation des océans. Elle reçoit un coup dur, mais ses services restent toujours opérationnels. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette décision inédite? Les réponses avec Léonce Sago. Aux États-Unis, de nombreuses administrations ont subi des réductions radicales d'effectifs. C'est une décision de la Commission pour l'efficacité gouvernementale dirigée par le milliardaire Elon Musk. L'administration océanique et atmosphérique nationale, NOAA, est une cible de choix parmi ses services. Selon le plan de gouvernance dénommé Projet 2025, la NOAA est l'un des principaux moteurs de l'industrie de l'alarmisme climatique et doit donc être démantelé. Ce projet veut également la privatisation du service météorologique national qui sera confié à des entreprises comme AccuWeather. Suite à cela, des centaines de scientifiques et d'experts de la NOAA viennent de recevoir la nouvelle de leur licenciement, a écrit le député de la Californie Jared Hoffman dans un communiqué. Il ajoute que cela vient de mettre un frein brutal à des programmes vitaux comme des prévisions gratuites et précises, des alertes météorologiques graves et des informations d'urgence. Hoffman a aussi dénoncé que ce renvoi des scientifiques, des experts et des fonctionnaires de carrière ainsi que la réduction de programmes fondamentaux coûtera des vies. Le porte-parole de la NOAA, Theo Stein, a révélé à l'AFP que l'agence continuera à fournir des informations météorologiques, des prévisions et des alertes conformément à la mission de sécurité publique. Les défenseurs de l'environnement, à l'instar de la directrice des océans au Center for Biological Diversity, Miyoko Sakashita, ont exprimé leur inquiétude. Elle affirme que le fait de démanteler l'agence entravera des programmes essentiels de sauvetage qui prévoient les tempêtes, assurent la sécurité des océans et empêchent l'extinction des baleines et des loutres de mer. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive environment.